Première question, après tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que la route, finalement, qui est donc au cœur de toutes les mobilités, rappelons-le une fois de plus, en tout cas elle l'affirme, sûrement avec raison, la route et ses équipements sont-ils véritablement oubliés? Est-ce que cette crainte qui a été rappelée et qui est l'objet finalement de ce débat est justifiée? La route, les plus anciens le savent parfaitement, a lancé le concept de route intelligente dans les années 90. Le premier congrès mondial de la route intelligente, je ne me souviens plus très bien de l'année, mais enfin ça remonte à un certain temps. Et donc ça voulait dire que les initiatives, les acteurs de la route avaient pris des initiatives dans ce domaine très réel. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en gros, Madame la ministre, si vous voulez bien répondre en premier à cette question, est-ce que la route a réellement pris un peu de retard au profit, si je puis dire, des véhicules qui l'empruntent? Est-ce qu'elle doit réagir? On rentrera après dans plus de détails, mais est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter finalement? Bonjour, merci de m'avoir invité. On ne va pas parler seulement des véhicules autonomes, mais peut-être d'une façon un petit peu générale. Comme vous l'avez dit, en fait, les nouvelles mobilités sont sur des voies routières. Bon, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a quelques années, comme vous l'avez dit, les nouvelles mobilités, elles étaient tous sauf routières. Bon. Donc, c'est assez, de votre point de vue, rassurant. En tout cas, c'est très nouveau. Et moi, j'ai connu, avec un certain nombre d'amis ici, l'opposition entre la voiture et le reste. Bon, ce n'est plus le cas. Bon. Donc, on est effectivement dans cette espèce de paradoxe que c'est vrai, à part quelques initiatives très intéressantes et qu'on a partagées avec bon nombre d'entre vous, la route, ou plus exactement les routes, les voies, ne sont pas encore complètement actrices des mobilités électriques connectées, voire autonomes. Bon. Et il me semble que votre interrogation, elle est la même que celle de tous les acteurs. C'est-à-dire que tous les acteurs ont peur de devenir des commodités. Et comme on voit bien que la valeur ajoutée, elle va être largement sur les services, et à l'intérieur des services, elle va être largement sur les données, tout le monde se dit comment est-ce que je vais récupérer ma part de la valeur ajoutée des services? Et c'est normal que des activités qui sont support soient encore plus interrogatives, mais c'est pas simplement dans le domaine des transports que ça se passe. Hein. Bon, en se disant, voilà, moi, mon problème, c'est que je vais peut-être devenir simplement une commodité sur laquelle on roule, et puis les gens qui offriront la connectivité, les services associés, ou qui bénéficieront des données collectées, qui pourront les utiliser pour leur propre productivité, ou les vendre en B2B, en B2C, etc. etc. Enfin bon, tous les nouveaux modèles économiques qui se montent, la route peut se demander, comme tout le monde, mais peut-être encore plus que les autres, est-ce que ça ne va pas nous passer sous le nez? Voilà. Donc c'est ça, je pense, le fond, the big picture. Hein, bon. Alors maintenant, si j'en viens aux véhicules autonomes, d'abord une anecdote, c'est vrai que récemment, je testais un véhicule sur une autoroute à l'ouest de Paris, et c'est un véhicule d'une grande marque nationale, et il y avait là deux garçons, genre cadre en voie d'être supérieur, je vous l'ai raconté déjà, bon, qui, un type de Renault et un type de l'autoroute, et on prenait un café, il disait « Ah ben c'est sympa, hein, on s'est jamais rencontrés. Bon. » C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Hein. C'est ce que je disais à mon voisin. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà des gens qui tirent leur richesse, leurs revenus l'un de l'autre et qui ne se sont jamais vus. C'est quand même marrant. Bon. Alors vous demandez, est-ce que là, les voies ont été oubliées dans la stratégie des véhicules autonomes? N'ont pas du tout été oubliées, c'est délibéré. C'est-à-dire que ce qui est le concept, j'étais d'ailleurs hier à une grande manifestation de la DG Gros, pas Move, Gros, intéressant en soi, à Bruxelles, croissance, enfin économie, voilà, oui. Et le concept, dans les pays occidentaux, c'est différent en Chine, c'est que le véhicule autonome est censé pouvoir se débrouiller tout seul, avec ses capteurs, ses senseurs,
etc. Bon, c'est ça. Bon. Ensuite, je reviendrai sur ce qu'il y a quand même à faire. Mais, donc, voilà. Et puis, dernière chose que je voulais dire un petit peu en introduction, comme ça, c'est par rapport à l'universalité. Parce que, en fait, les développements des véhicules autonomes, et d'ailleurs connectés, vont se faire cas d'usage par cas d'usage. Bon. Et qui dit cas d'usage par cas d'usage dit que ce n'est pas universel. Bon, c'est une tautologie, bon. Mais c'est aussi assez profond. Bon. Parce que, par exemple, là, nous venons de décider, on va annoncer prochainement un programme d'expérimentation, un nouveau programme d'expérimentation subventionné par l'État. Et il est subventionné parce qu'on veut accumuler des données de biens communs, sinon ce n'est pas la peine de subventionner. Bon. C'est des cas d'usage différents. Par exemple, c'est autoroute en jour de pluie. Bon. Ou c'est navette en milieu semi-ouvert. Ou c'est insuffisamment à mon goût de logistique, du genre robot livreur sur trottoir des gens encombrés par trottinette. Bon. Donc, quand on travaille sur des cas d'usage, par définition, on ne travaille pas sur l'universel. Voilà, donc deux choses spécifiques à cette problématique du véhicule autonome, bon, qui est très progressive, hein, comme vous l'avez dit, c'est pas de mal à veille que tout ça marchera. Bon, mais c'est intéressant en termes de changement de concept par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Bon, ce qui ne veut pas dire du tout, loin de là, mais on y reviendra après, que c'est l'occasion d'avoir les bras ballants. Je dirais bien au contraire. Merci beaucoup. Vous avez bien parfaitement planté le décor. Alors, monsieur le maire Roland Ris, vous avez présidé le GART, vous connaissez quelque peu les problèmes urbains en particulier. Quelle est votre réponse éventuellement rassurante aux inquiétudes de la route par rapport à la problématique des nouvelles mobilités qui émergent, par définition? Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai à la fois l'avantage et l'inconvénient d'avoir une assez grande ancienneté dans le domaine qu'on n'appelait pas encore de la mobilité, mais des transports. Même un peu plus ancien que le président actuel du GART, Louis Nègre. Et donc, j'ai deux raisons de m'intéresser à la route. La première, c'est que je suis maire d'une ville qui s'appelait Strasbourg, donc la ville des routes. Et par conséquent, je peux faire un retour un peu critique sur les années 80 où la route était effectivement l'adversaire et le transport public sur voie dédiée en quelque sorte, le tramway notamment, en site propre, était idéalisé. Je rappelle à ce sujet que dans l'histoire de la pensée, et là en l'occurrence de la pensée chrétienne, le manichéisme était considéré comme une hérésie. Qu'est-ce que c'est le manichéisme? C'est tout est bien d'un côté et tout est mal de l'autre. Le bien, le mal à 100% d'un côté et à 0% de l'autre. Manès, qui avait été condamné, enfin je ne me souviens plus du détail des choses. Et je crois que cet état d'esprit des années 80, c'est-à-dire de refus, à vrai dire, de la route, d'une certaine manière, ou en tout cas de critique des méfaits de la route, était probablement nécessaire à l'époque. Parce que la route, ça représentait la voiture. Et le réflexe voiture, à cette époque, vous l'avez dit, il était universel. Tout déplacement, fût-il de 200 mètres ou de 300 mètres, était susceptible d'être fait avec une voiture, avec la voiture. Et donc, pour sortir de cet état d'esprit et de cet environnement-là, je pense que c'était nécessaire, effectivement, de passer par une forme de manichéisme. Mais aujourd'hui, on est très au-delà de ça. Et moi, je suis heureux de participer à ce petit déjeuner sur la question des routes. Alors, mon sentiment est que
il faut évidemment distinguer la construction de l'infrastructure routière qui techniquement évolue et va évoluer en route intelligente avec capteurs numériques, etc. Et puis la question des usages. Je sais bien que les deux sont liés. En fonction de la nature de l'infrastructure, on va pouvoir faire ou pas faire. Utiliser cette infrastructure de façon, si possible, intelligente. Or, il n'y a que deux façons de l'utiliser. La première, c'est de la segmenter et de dire, sur cette infrastructure routière, on va mettre des voitures, un couloir, on va mettre du transport public, on va mettre des vélos, on va mettre maintenant des trottinettes, des piétons aussi quand même, qui puissent marcher. Donc l'idée des sites propres juxtaposés en quelque sorte dans l'usage. Et puis il y a l'autre façon, c'est celle qui vient inévitablement, ne serait-ce qu'à cause de la multiplication des modes, c'est la gestion de la coexistence pacifique des modes sur la même voirie. Et notamment au milieu urbain, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et ça passait, et ça va continuer à passer, par des réglementations qui vont rapprocher la vitesse du plus rapide de la vitesse du plus lent, de façon à, en cas de conflit ou de choc, on puisse, je dirais, réduire les risques. C'est pas nouveau, ça. On l'a souvent dit, même à l'époque où on était dans ce que j'appelais tout à l'heure le manichéisme. Donc, moi, je pense qu'il y a au fond deux voies sur lesquelles il faut réfléchir. Une voie à caractère largement technique. Quelle infrastructure routière pour demain? Sous quelle forme? Quelle route intelligente? Et malléable, je dirais. Malléable, c'est-à-dire avec des usages qui puissent être diversifiés et tenir compte de l'apparition, par exemple, de nouveaux modes type trottinette. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Hein. À Paris, à Strasbourg, pas encore trop, mais ça va venir aussi. Donc, je n'anticipe pas sur la troisième question, sur le rôle des collectivités, des autorités organisatrices, comme on dit, ou des opérateurs dans ce domaine-là, mais il va falloir rapidement qu'on gère ces situations. Mais sur des infrastructures qui ne peuvent pas évoluer à très grande vitesse. Et alors, pour terminer cette introduction, je vais vous citer un exemple qui m'a beaucoup frappé, qui n'est pas directement dans le domaine du transport, mais qui est dans le domaine de l'urbanisme. J'étais il y a quelques mois à Ordos. Je ne sais pas si quelqu'un sait où est Ordos. Ordos, c'est une ville in the middle of nowhere, à l'entrée du désert de Gobi, en Mongolie intérieure chinoise. Superbe ville, construite ex nihilo. Avec d'ailleurs une difficulté, même en Chine, pour qu'elle soit habitable. Enfin, ils avaient prévu 1 million d'habitants au bout de 5 ou 6 ans. En fait, il y en avait 200 000. C'est très intéressant. Les entreprises chinoises en particulier, j'imagine. Pardon? Ces entreprises chinoises, ils sont... en tout cas, il y avait des architectes occidentaux, hein, parce que ça, ils avaient bien pris soin de le dire, de citer les noms. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette manière de créer des vitrines à partir de rien, c'est finalement de la facilité. C'est de la facilité. C'est facile s'il y a l'argent, hein, s'il y a des investissements. Je crois que c'était des investissements publics, là, en l'occurrence. On est capable, techniquement, de faire beaucoup de choses. Mais la vraie question, c'est comment on part de la situation existante, et là je reviens à la mobilité, comment on part des villes de Shanghai, de Pékin, qui sont des monstres urbains, on va dire, pour arriver à autre chose, à un nouveau modèle de développement urbain. Et mutatis mutandi, on peut dire la même chose pour ce qui concerne la mobilité. Comment on part de l'existant, de la voirie, de la route telle qu'elle est, et telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, pour arriver à autre chose qui soit plus durable. Voilà, je pose la question, je n'ai pas une réponse immédiate. Ce que je sais, c'est que ça prend un certain temps,
et qu'il y a une période de transition qui n'est pas facile à gérer, par exemple pour les véhicules autonomes, lorsqu'ils seront au milieu des autres véhicules, et ça va... Ou le contraire. Naturellement, c'est la coexistence des deux. La coexistence des deux qui, en tout cas pendant une période assez longue, posera problème. Merci beaucoup. Monsieur le député Damien Pichereau, alors on n'a plus besoin de vous présenter déjà, vous êtes sur le devant de la scène, en tout cas celle de l'Assemblée, vous êtes en plus à cheval, si je puis dire, enfin le bon terme est référent, c'est ça, entre plusieurs commissions. Oui, tout à fait. Oui, référent de la Commission du développement durable, notamment. Bon, et puis en plus, vous êtes, je me permets parce que je trouve que c'est savoureux, vous êtes originaire de Suré, village de 250 habitants au cœur du Perche. Bon, bref, moi je trouve magnifique. Ça extrêmement sympathique. Et en plus, vous avez une forte expérience d'origine par vos origines familiales dans le secteur de l'automobile et de la route en général. Donc, vous êtes très bien placé pour parler avec nous ce matin. Alors, quelle est votre analyse sur cette première question de base sur les connexions route-véhicule et sur le retard qu'aurait pris la route et l'inquiétude, le fait que l'infrastructure routière soit peu prise en compte dans les réflexions actuelles? Ouais, déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation et de ces quelques mots qui me rappellent mon village d'origine notamment. Alors, pour moi, il y a deux axes. Il y a un premier axe qui tient vraiment de l'infra et du dur, où on constate effectivement que la route a souvent, ces dernières années, été mise de côté. On le voit avec l'état du réseau notamment, on le constate, il y a eu un rapport qui a été commandé par le ministère l'an dernier suite notamment aux accidents qu'on connaît, qui ont eu lieu l'été dernier en Italie notamment, et qui nous prouve bien que ce réseau, il a un état qui se dégrade et qui se dégrade malheureusement assez rapidement. La raison, elle est toute simple, c'est que quand on a un budget qui se réduit, qui est restreint, quand les dotations baissent également, le premier qui subit souvent c'est l'infra parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Quand on ferme une crèche, ça se voit tout de suite et les gens ne sont pas très contents, parce que monsieur le maire ne dira pas le contraire. Quand on ne rénove pas une route, quand on n'entretient pas une route, ça tient quelques années. Et ce qu'on se dit au final, et là c'est tout bord politique, toute politique confondue, c'est que ça tiendra bien jusqu'aux prochaines élections. Or aujourd'hui, on est à un point où ça ne tient plus, malheureusement, sur beaucoup d'endroits. Quand on prend la nationale 118, par exemple, on voit bien qu'il y a un réel risque en termes de sécurité routière notamment, et avant même de penser à l'usage de la route, dont je reviendrai plus tard, il y a vraiment l'état de la route qui, pour moi, est central aujourd'hui. Donc, il y a une volonté du gouvernement face à ce défi, au final, de mettre de l'argent. On parle d'un grand plan d'investissement entre 2018 et 2022 de 700 millions d'euros sur la période. On a déjà eu une augmentation des budgets pour rénover la route. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas, ça peut être mis au débat d'ailleurs. Une chose est claire en tout cas, et la ministre l'a rappelé, et je partage tout à fait son opinion, c'est que la route reste la colonne vertébrale des mobilités. Et ça, c'est vrai qu'on l'a souvent oublié, parce que on nous a fait rêver, mais ça fait des années qu'on nous fait rêver. Enfin, même si je reste relativement jeune, je suis un passionné d'automobile, et je regardais il n'y a pas si longtemps encore des magazines américains des années 60, la voiture de l'an 2000, elle volait. Elle volait. Donc on nous a toujours fait rêver en fait avec des nouvelles mobilités, en oubliant ce qui existait et ce qui au final est pourtant central. Et ce qui est central, c'est la route, parce que l'intermodalité, c'est génial, mais ça passe par la route. Le covoiturage, par définition, ça passe par la route. L'autopartage, par définition, ça passe par la route. On a parlé des trottinettes, on a parlé du vélo, je parle des véhicules de transport de marchandises également. Tout cela passe par la route. Et avec, effectivement, encore un défi là, c'est comment on fait cohabiter tout le monde pacifiquement. Ça, c'est un des autres défis auxquels on doit répondre dans la loi d'orientation des mobilités, avec une volonté de décentraliser pour dire que la plupart de ces décisions doivent se prendre au cœur des territoires, dans des autorités organisatrices de mobilité qui peuvent être des agglomérations, des comités de communes ou des régions. Donc pas la limitation de vitesse. C'est au débat, mais ça serait plutôt au niveau départemental. Dans ces cas-là, on verra dans quelques semaines ce qu'il en est. Donc ça, c'est le premier axe qui est plutôt politique. Il y a un deuxième axe pour moi qui est assez philosophique, entre guillemets, que je ne partage pas du tout, mais qui est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle un petit peu avec les gens, et je l'ai vu là dans le grand débat, je l'ai vu également dans les assises de la mobilité où j'ai pu organiser sur mon territoire plusieurs ateliers,
on voit bien que la route ne fait plus rêver. C'est clair, c'est que ce qu'on pouvait connaître, ou par exemple sur les vacances, la route des vacances, c'était déjà les vacances. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens veulent arriver le plus vite possible sur le lieu final, et la route, c'est juste un trajet d'un point A à un point B qui doit se passer le plus rapidement possible, avec le moins d'embouteillage possible, etc., etc. Donc, Le temps de la Nationale 7 est passé. voilà, et c'était exactement l'idée que j'avais citée. Moi, l'été dernier, je l'ai passé sur la National 7 et c'était juste génial. Je crois que j'ai passé plus de temps dans ma voiture qu'à l'extérieur, sincèrement. Mais voilà, je suis une espèce en voie d'extinction, malheureusement, je crois. Et la route ne fait plus rêver aujourd'hui. Et justement, l'idée, c'est comment on fait pour refaire rêver la route et faire en sorte qu'on passe d'un composant en quelque sorte passif qui sert juste à faire circuler des véhicules à un composant actif de la mobilité qui développe des services, qui développe peut-être même de l'énergie, j'y reviendrai plus tard. Mais comment on fait pour que voilà, cette route elle fasse de nouveau rêver, et c'est ainsi qu'on la remettra aussi au cœur des priorités, je pense. Très bien. Parfait.